Je commandais la zone 51. Oui, j'y ai travaillé. C'est la base militaire secrète la plus célèbre du monde. On a accepté les conditions. Taisez-vous. Vos vies et celles d'autres gens en dépendent. Pour la première fois, les hommes qui ont travaillé dans la zone 51 racontent leur histoire. Il y a eu beaucoup de désinformation, mais elle a été alimentée par la curiosité naturelle des gens. Quand on ne sait pas ce qui se passe, on a envie de le découvrir. La CIA n'a jamais admis et n'admettra jamais que la zone 51 existe. Point final. Créée par la CIA en 1955 pour mettre au point et tester les programmes militaires les plus secrets des États-Unis, la zone 51 tire son nom d'un quadrillage sur un plan. Bien qu'elle n'existe pas officiellement, elle apparaît sur les images satellites du désert du Nevada. On y voit plusieurs pistes de décollage et plus de 25 hangars. L'accès à cette base ultra secrète a toujours été soigneusement contrôlé. Mais aujourd'hui, les premiers programmes élaborés dans la zone 51 sont déclassifiés et les souvenirs ont le droit d'être évoqués. C'était une vraie guerre froide. À l'époque, des bombes nucléaires étaient pointées vers toutes les grandes villes. Il y avait deux adversaires et on se demandait lequel cognerait le premier. Très souvent, la démocratie doit céder le pas à un contrôle militaire rigoureux afin de permettre au pays de survivre. On adhérait tous à cette idée. Dans les réunions, on n'avait le droit d'avoir ni papier ni crayon. Même les pilotes ne discutaient pas entre eux. Rien n'était écrit. On avait tout en tête. En intégrant le programme, on recevait un nom de code. Mon prénom, c'est Ken. Mon nom de famille commence par C, Collins. Et mon nom de code a été Colmar, C-O-L-M-A-R. Moi, je ne suis pas du genre curieux. Ça tombait bien en ce qui concernait la partie secrète. Quand je n'ai pas besoin de savoir, je ne pose pas de questions. On m'a expliqué que ça n'était pas la peine d'essayer de découvrir mon niveau d'habilitation, parce que je l'avais reçu des cercles les plus élevés de Washington. Ils avaient les moyens de savoir ce que je faisais, ce que je disais, où j'allais. La base est construite autour d'un lac asséché, Groom Lake, un endroit qui offre des avantages évidents. On avait besoin d'un endroit pour atterrir en provenant de n'importe quelle direction, selon le sens du vent. Et comme le lac était rond, il convenait parfaitement. En plus, il était abrité par le relief accidenté des alentours, donc il n'était pas très visible. Lisse comme du verre. C'était incroyable. Je roulais dessus à toute vitesse avec la voiture de l'état-major sans qu'elle cahote. C'était magnifique. Groom Lake était rudimentaire. On vivait dans quelques caravanes. Il y avait un bâtiment polyvalent où on mangeait. Et il n'y avait ni télévision, ni radio. Il n'y avait pas de femmes. Il y en a eu une qui appartenait au service financier de la CIA et qui a passé une nuit sur la base. C'est la seule dont j'ai entendu parler.
Paradise Ranch a été le premier nom donné à cet endroit. Les autorités pensaient que ça atténuerait son austérité, que ça convaincrait les gens que ça n'était pas aussi terrible que ça en avait l'air. Son charme tenait au fait qu'on n'y allait que pour travailler. Ceux qui n'avaient rien à y faire n'y étaient pas envoyés. Et il n'en avait d'ailleurs sûrement pas envie, parce que ça n'était pas le coin idéal pour des vacances. C'était une affectation dure. La CIA a besoin d'hommes d'une trempe particulière. On faisait un filtrage pour avoir des soldats discrets. La sécurité a éliminé un grand nombre de gens qui étaient un peu frimeurs. J'allais recevoir ma première habilitation et je suis allé au cinéma pendant que ma femme allait faire des courses avec ma mère. En plein milieu du film, une femme est arrivée, jeune, à peu près mon âge. Elle m'a demandé si j'habitais à Las Vegas, depuis combien de temps j'y étais, ce que je faisais comme métier. Mais mes réponses ne lui ont pas plu, et au bout d'une demi-heure, elle est partie. Souvent, je me suis demandé depuis combien de temps elle me suivait, même si elle me suivait. Ou si c'était juste une fille de Las Vegas à la recherche d'un micheton. Je ne le saurais jamais. On ne nous a absolument pas dit de quoi il s'agissait. On nous a simplement dit que c'était extrêmement sensible et qu'il ne fallait en parler à personne. Les entretiens ont lieu dans des chambres d'hôtel. Un type qui avait réussi tous les tests s'est entendu dire « Il y a un programme noir dans l'Ouest et on aimerait que vous y travailliez, ça vous intéresse ?» Il a dit qu'il voulait en discuter avec sa femme et les gars ont répondu « Allez-y ». Quand le type est revenu à l'hôtel, ils avaient fait leurs valises et il ne les a jamais revus. Dire qu'il voulait demander à sa femme s'il pouvait travailler sur un programme noir, ça lui a été fatal. Il n'a pas eu droit à une deuxième invitation. La zone 51 est créée pour un programme classé top secret. Nom de code, Aquaton. En 1955, des membres de la CIA, de l'US Air Force, l'armée de l'air américaine, et d'un département secret de l'avionneur Lockheed commencent à travailler à Paradise Ranch. On nous disait simplement qu'on se portait volontaire, sans savoir de quoi il retournait. Beaucoup de gars n'étaient pas partants, mais moi, si. On savait qu'on allait devoir utiliser des combinaisons stratosphériques, donc qu'on volerait en haute altitude. Sans pressurisation, au-delà de 50 000 pieds, le sang se met à bouillir. En cas de dépressurisation, si le moteur tombe en rade au-delà de 50 000 pieds, la combinaison vous sauve la vie. Une entreprise de Boston a été choisie pour fabriquer les combinaisons. Elles devaient être faites sur mesure, très près du corps. Alors, on est allé chez un fabricant de soutien-gorge pour la grande distribution. On faisait un essayage, on rentrait à la maison, on revenait, on refaisait un essayage après fabrication. Et on ne pouvait pas dire qui on était, ni ce qu'on faisait. Simplement qu'il nous fallait une combinaison. Quand on vole plus haut que là où l'homme n'est jamais allé, il faut changer d'équipement. Dans ce film déclassifié récemment, Ray Goudet se prépare pour un vol au-dessus de la zone 51. Les combinaisons partiellement pressurisées MA2 modifiées sont taillées sur mesure pour chaque pilote. S'il maigrit ne serait-ce que d'1 kilo, la combinaison perd toute efficacité. Jamais personne n'a eu une telle allure. Et des rumeurs commencent à circuler à propos de ce qui aurait lieu dans la zone 51.
C'était tellement secret que j'ai ignoré où se trouvait la base jusqu'à ce que j'y aille. Et je me suis demandé où j'avais mis les pieds. Les participants au programme ne savaient pas tout. Par exemple, les mécaniciens ignoraient ce qu'on faisait en l'air. C'est dire à quel point c'était secret. Rien ne restait dehors. Sitôt posé, l'avion partait au hangar. Ces hommes testent une des armes les plus importantes de la guerre froide. L'avion espion U-2. Il n'y avait pas d'avion d'entraînement, pas de biplace, pas de simulateur. L'U-2 est équipé d'appareils photo haute résolution conçus pour monter à près de 70 000 pieds, afin de prendre des clichés depuis la limite de la stratosphère. Au moment où la course aux armements s'intensifie, l'U-2 est le meilleur espoir de surveiller l'arsenal sans cesse croissant de l'URSS. Mais il impose des efforts énormes aux pilotes qui sont obligés de respirer de l'oxygène pur pour survivre à de telles altitudes. Certains étaient ravis parce qu'ils allaient prendre une bonne suée. Pas moi. Je préférais dormir, bouquiner ou réfléchir à ce que j'allais faire. Parce que certaines missions n'étaient pas simples. Il fallait voler dans des conditions précises pour qu'elles réussissent. Le moindre kilo supplémentaire risque de réduire le plafond de vol de l'U-2. Tout le carburant se trouvait dans les ailes, donc c'était impossible d'empêcher le bout de racler par terre. C'est pour ça que des roulettes les soutenaient jusqu'au moment où les ailes s'éloignaient du sol. À ce moment-là, les roulettes se décrochaient. J'aimais bien décoller et monter en spirale. L'U-2 a une couverture. Officiellement, il s'agit de recherche météorologique. C'était notre couverture. On était un escadron de reconnaissance météo. Si ça n'était pas un avion conventionnel, alors qu'est-ce que c'était? Bien que volant 3 fois plus haut que les avions de ligne de l'époque, l'U-2 est parfois repéré. J'en suis pas sûr, mais je crois que j'ai vu le soleil briller sur une vitre ou sur des hublots d'observation. Au milieu des années 1950, au moment où la guerre froide et la passion des Américains pour les ovnis battent leur plein, je crois que ça venait de l'espace, mais que c'était amical. les avions argentés sèment parfois la confusion. Ils étaient en aluminium pur et ils avaient l'allure d'une étoile brillante au firmament. Les pilotes ont ordre de tout nier, même auprès des contrôleurs aériens. Des histoires couraient au sujet de trucs qui volaient en altitude. Les contrôleurs appelaient, mais en vain. Ils ne recevaient que des explications évasives. Je rasais la frontière canadienne quand un contrôleur m'a interrogé sur mon altitude. Ses renseignements étaient très précis, mais je lui ai répondu « Non, faites réviser votre matériel. Ce n'est pas mon altitude. » En 1957, ces vols officieux sont à l'origine de la moitié des observations de soi-disant ovnis. Mais ça n'est rien comparé à ce qui s'annonce. La zone 51 est tellement loin de tout que la plupart des gens qui y travaillent font l'aller-retour chaque semaine depuis Burbank ou Las Vegas. Normalement, ma famille dormait quand je me levais. Le lundi matin, je me levais tôt pour prendre l'avion qui décollait généralement vers 8 heures. On n'a même jamais su quel itinéraire on prenait pour y aller. C'était devenu une blague. Une semaine, on volait avec des bons, l'autre avec des poulets. On ne savait jamais ce qu'il y avait dans la soute de l'avion qu'on prenait. Quand on descendait du Lockheed Constellation, on passait au contrôle qui vérifiait qu'on avait notre insigne, qu'on était bien celui qu'on disait être. C'était la routine, et la sécurité était très efficace. Jim Friedman faisait l'aller-retour quotidiennement. J'avais 3 enfants, mais quand on leur demandait à l'école « Qu'est-ce que fait ton papa ?», je leur disais de répondre que je réparais des téléviseurs.
Ma femme était tellement occupée à élever les enfants, à les préparer pour aller à l'école, qu'elle ne s'intéressait pas trop à ce que je faisais. D'autant qu'elle savait que je tripotais beaucoup la télévision. C'était bien, on a eu une belle vie. Même si parfois il ne rentrait pas à la maison pendant une semaine. Par contre, il téléphonait et je disais aux enfants que leur père faisait des heures supplémentaires. Ma fille surtout me demandait où était son papa et je répondais qu'il faisait des heures sup. Moi non plus, je ne savais pas ce qu'il faisait. C'était une routine quotidienne étrange. Quand je rentrais le soir et que ma femme me demandait comment s'était passée la journée, je répondais sans me mouiller. Pas mal, j'ai réparé quelques télés. Évidemment, je ne pouvais pas lui dire « Oh chérie, on vient de réduire la surface équivalent radar de l'avion le plus secret du monde à la taille d'un derrière de moucheron. » Pas vaillant. Bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien. Impossible d'en parler. Faisons face sans paniquer à la réalité de notre époque, au fait que des bombes atomiques puissent tomber sur nos villes. Cette obsession du secret est alimentée par la paranoïa de la guerre froide et la peur omniprésente que l'Union soviétique détruise les États-Unis. Les deux camps se soupçonnaient mutuellement. Ils avaient peur d'être balayés par une première frappe nucléaire. On ne fait confiance à personne, pas même aux pilotes d'essai. En 1963, lors d'une mission d'entraînement, Ken Collins s'éjecte et laisse s'écraser son avion. Environ une semaine après, on m'a demandé si j'étais d'accord pour être hypnotisé, pour découvrir si j'avais oublié quelque chose. J'ai accepté, et c'est alors présenté ce que j'appellerais un psy de haut vol de Boston. Il n'a pas réussi à m'hypnotiser. Il était assis face à moi, on discutait, je ne bougeais pas, mais ça n'a pas marché. Quelques jours plus tard, le médecin navigant de Lockheed est venu me demander si j'acceptais qu'on m'injecte du pentotal. J'ai répondu que j'en serais ravi. J'ai dit à ma femme que j'allais travailler chez Lockheed. Elle m'a dit « On est dimanche, tu ne travailles jamais le dimanche ». « Oui, mais là, c'est particulier ». Elle m'a dit « Très bien ». Vers 18 h, des gars m'ont ramené chez moi et le pentotal me faisait encore de l'effet. Ils m'ont fait asseoir sur un fauteuil dans le salon. Ils ont dit au revoir et ils sont partis. C'est tout ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas adressé un mot à ma femme. Ils lui ont juste donné les clés de la voiture. Elle était en colère parce qu'elle croyait que j'étais allé picoler avec eux. En fin de compte, la conclusion a été que tout ce que j'avais raconté correspondait à ce qui s'était passé. Lorsqu'une bombe de ce genre explose au sol ou juste au-dessus, Le gouvernement américain, qui travaille à toute vitesse pour mettre au point des armes toujours plus puissantes, a choisi d'installer sa base secrète à côté de son centre d'essai nucléaire. Mettez vos lunettes. C'était en plein milieu du terrain d'essai nucléaire du Nevada. Personne n'avait envie d'y aller. Cette discrétion était capitale pour accomplir ce travail dans le plus grand secret. Mais comme plus de 450 explosions nucléaires ont lieu entre 1955 et 1968, l'endroit présente quelques défauts. Quand il y avait des explosions nucléaires, on était tous informés au préalable pour évacuer. Une fois, ça a duré presque 2 semaines à cause de problèmes météo, de vent principalement.
Il fallait qu'on porte des dosimètres pour être sûr qu'on était encore propre. Pour je ne sais plus quelle raison, j'étais sur la piste de décollage au moment d'une explosion qui a eu lieu à Yucca Flats. J'ai vu des vagues dans le sol s'approcher de moi. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. C'était une explosion souterraine. C'était incroyable de voir ces grands cercles de terrain s'enfoncer. En pleine guerre froide, les États-Unis craignent que le programme à l'origine de la création de la zone 51, celui de l'U-2, ne soit à portée des missiles soviétiques. L'objectif, c'était de mettre au point un avion habité pour succéder à l'U-2, qui devait être bien moins vulnérable et bien plus performant. Très peu de gens à la CIA étaient au courant. À la fin des années 1950, la base s'occupe d'un nouveau programme classé top secret. En 1958, j'ai commencé à travailler sur l'Oxcart. En 1960, on m'a informé que j'avais été sélectionné pour une espèce de programme aérospatial. Il s'agissait d'un avion qu'on a proposé à la CIA qui devait voler à très haute altitude, environ 100 000 pieds. L'objectif initial, c'était de lui permettre d'aller aussi vite et aussi haut que possible et de le rendre le moins visible possible au radar. On allait tellement vite que si on était en Californie, qu'on volait nord-sud et qu'on faisait un virage à pleine vitesse à une certaine altitude, on n'arrivait pas à rester au-dessus de cet état. L'avion volait si vite qu'il nous déportait. En pleine guerre froide, les renseignements sont aussi importants que l'armement. Et l'Oxcart est conçu pour être l'espion par excellence. Premier avion furtif de l'histoire, il vole assez vite et assez haut pour prendre de vitesse les missiles. Des milliers de personnes planchent sur sa conception dans les installations de l'avionneur Lockheed à Burbank, en Californie.